va être EM, soit cosinus oméga t, soit sinus oméga t, soit EM sinus oméga t. Bon, en notation complexe, donc c'est ça. L'impédance interne, c'est partie réelle plus partie imaginaire. La partie réelle, donc c'est la résistance, et la partie imaginaire qui contient la réactance. Donc, comme on l'avait défini, je crois le cours, l'avant-dernier cours, même le dernier cours, on avait vu ça. Donc, c'est RG plus JXG. Alors, XG, c'est la réactance de l'impédance interne. Alors, la charge, elle, son expression, son impédance, c'est RL plus JXL. Donc, RL, c'est la résistance et XL, c'est la réactance de l'impédance. Maintenant, quand est-ce qu'il y a adaptation entre le générateur, donc entre le générateur réel et cette impédance, cette charge? Donc, c'est la charge d'une impédance ZL. Alors, quand est-ce qu'il y a adaptation? C'est lorsque la puissance moyenne ou bien active est maximale. On avait vu la dernière fois la puissance active. La puissance active, elle représente la puissance moyenne de l'énergie, de la puissance instantanée. Et on avait vu donc son expression. Il y a donc deux expressions pour la puissance active. Maintenant, en notation complexe, la puissance complexe, c'est n demi V bar I étoile, donc le conjugué, donc le courant conjugué. D'accord, courant complexe, bien sûr, conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons juste remplacer donc l'expression de la tension. Alors, la tension, qu'est-ce que c'est? C'est ZI. D'accord? Comme on l'a dit la dernière fois, on utilise l'impédance pour, si vous voulez, généraliser la loi d'Ohm. Donc, ZL, c'est par rapport à L, c'est par rapport à L, d'accord? La charge, load, et donc ZLI, d'accord? I étoile. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer le courant. Alors, le courant, à partir de l'équation de la maille, on tire le courant. Alors là, c'est clair que E, c'est ZG plus ZL, c'est ZG plus ZL, ZG plus ZL, I, d'où I égale à E sur ZL plus ZG. Voilà, donc vous avez le courant complexe, I bar. Non, on passe à la puissance. Le I, pression, c'est E sur ZG plus ZL. Et I étoile, ça va être quoi? Ça va être E étoile sur Z étoile G plus ZL étoile. Ça, c'est les nombres complexes. Je suppose que vous savez manipuler les nombres complexes. Alors maintenant, on a un demi ZL, E bar étoile, ça veut dire que c'est le conjugué. Donc, E conjugué qu'est-ce qu'on aura? C'est le module de E bar E carré, qui ne représente que l'amplitude au carré. L'amplitude de EM au carré. Regardez ce qu'on avait dit au départ. Au départ, on avait dit que E complexe, c'était EM exponentielle J oméga T. D'accord? Donc, quand je cherche le module au carré, ça vous donne EM au carré. D'accord? Et le module, le nombre complexe, c'est E étoile. Donc, c'est EM, E carré sur au carré sur 2, que multiplie quoi? Alors, vous avez ici 1 sur ZG plus ZL, multiplié par 1 sur ZG étoile plus ZL étoile. Ça vous donne quoi? Ça vous donne, donc, c'est
ça vous donne ZG plus RG, pardon, plus RL au carré. Ça, c'est le dénominateur, plus XG plus XL au carré. Et au numérateur, on aura ZL. ZL, je l'ai donc décomposé, enfin, je l'ai explicité. ZL, ce n'est rien d'autre que RL plus JXL. Voici donc l'expression de la puissance instantanée. D'accord? Vous voyez bien que c'est un nombre complexe. Donc, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle, elle représente bien la puissance active. Pourquoi? Alors, on l'a déjà vu la dernière fois. Regardez si je vous envoie à ça. Regardez. On avait défini la puissance complexe. C'est 1/2 V bar I étoile, donc I conjugué. Et la partie, c'est-à-dire la partie réelle, c'est la puissance complexe. Pardon, la partie réelle, elle représente la puissance active, ce qui est rien d'autre que VI cosinus phi. Bon, on l'avait déjà établi la dernière fois. D'accord? C'est VI cosinus phi. Et la partie imaginaire, c'est la puissance réactive. Donc, nous, on cherche surtout la puissance active. D'accord? On cherche la puissance active. Alors, la puissance active, c'est donc la partie réelle de la puissance complexe. Voilà. Donc, la partie réelle ici, c'est quoi? C'est RL, EM au carré, sur 2 RG plus RL au carré plus XG plus XL au carré. Voici donc la partie réelle qui représente la puissance active. Alors, cette puissance active, on va chercher quand est-ce elle prend ou bien elle atteint sa valeur maximale. Eh bien, c'est clair que là, regardez, on va jouer sur deux choses. La première chose, c'est que le dénominateur doit être le plus petit possible. Le dénominateur doit être le plus petit possible. Yani, regardez, XG et XL, c'est des réactances. Elles peuvent être, c'est des réactances qui peuvent être positives et peuvent être négatives. D'accord? Une réactance, elle peut être voilà, négative ou positive. Dans le cas d'un déphasage positif ou un déphasage négatif. Un élément capacitif ou inductif. Donc là, si, la puissance active est la plus est maximale, si vous voulez, si le dénominateur est à sa valeur minimale, prend sa valeur minimale. La valeur minimale, elle est atteinte pour XG égale à moins XN. Dans ce cas, cette partie, donc, elle tend vers 0. D'accord, XG égale à moins XL. Et ensuite, il y a une deuxième condition pour que la puissance soit maximale. On va déterminer la dérivée de cette puissance en fonction, c'est-à-dire par rapport à RL. C'est-à-dire, on va prendre la variable, notre variable, comme étant RL, et on va dériver pour justement chercher quelle est la valeur de RL pour laquelle la puissance est maximale. Donc maintenant, nous allons tout d'abord, alors voilà, oui, comme regardez bien ici, oui, j'ai oublié ici un 2. Ah non, je ne l'ai pas oublié. Regardez, EM au carré sur 2, ça représente quoi? Ça représente la valeur efficace E au carré. Pourquoi? Parce que la valeur efficace, c'est EM sur racine de 2. Donc, si vous faites EM au carré sur racine sur 2, pardon, ça fait E au carré. Donc, E ici, grand E, représente la valeur efficace de E. D'accord? Maintenant, la puissance active, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la puissance active est maximale
si le dénominateur prend sa valeur minimale. Donc, dans un premier temps, XL doit être égal à moins XG pour que le dénominateur soit le plus petit possible. Et dans ce cas, c'est-à-dire dans cette condition, je vais déterminer la dérivée. Je vais chercher quelle est la valeur de RL pour que la dérivée de la puissance active soit nulle. Alors, ici, j'ai dérivé, d'accord. Bon, je ne vais pas, tout ça, c'est des, vous allez juste développer des expressions comme ça, al-muhim. Après la dérivée, moi, la dérivée s'annule pour RL égale à RG. Voilà, d'accord. Donc, comme ça, on déduit que la puissance dissipée ou emmagasinée dans ZL est la plus grande possible lorsque, donc il y a deux conditions. RL doit être égal à RG, donc la résistance de la charge doit être égale à la résistance interne du générateur et la réactance de la charge doit être donc l'inverse de la réactance de l'impédance interne du générateur, c'est-à-dire XL égale à moins XG. Voilà, et pour résumer, on va dire que ceci, donc la condition d'adaptation de la charge à la source est ZL égale à ZG étoile, du moment que les parties réelles sont les mêmes, identiques, et la différence se fait au niveau des réactances. XL égale à moins XG, et donc ZL est égal à ZG étoile. Donc, voici la condition d'adaptation donc de la charge à la source ou bien de la source à la charge. On va dire qu'il y a adaptation entre le générateur et la charge ou bien il y a adaptation entre la charge et le générateur réel. D'accord? Voilà, donc on va dire en résumé que la puissance fournie par un générateur et une charge est maximale si leurs impédances sont des complexes conjugués. Voilà, pour résumer. D'accord. Là, je l'ai mis comme remarque. Donc, le générateur, parce que regardez ici, nous avons un générateur de Thévenin. Générateur de Thévenin qui est constitué donc de la force électromotrice et d'une impédance. D'accord. Maintenant, on pourrait trouver aussi le générateur de Norton équivalent à ce générateur de Thévenin. D'accord. Donc, ce qui est valable pour le générateur de Thévenin est également valable pour le générateur de Norton. Donc, la condition, elle est la même, elle est maintenue pour les deux générateurs. D'accord. Voilà. Maintenant, on va passer au circuit résonant. Et avant de voir le circuit résonant et ce que c'est, on va voir d'abord le coefficient de qualité d'un dipôle réactif réel. Alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient de qualité? Ce n'est rien d'autre qu'un paramètre sans unité qui détermine la qualité, si vous voulez, du composant que vous avez. D'accord. Donc, si par exemple nous avons une bobine ou bien un condensateur, on va dire que la bobine, on a affaire à une bobine de qualité lorsque elle se comporte comme une bobine pure, parfaite, c'est-à-dire qui ne présente pas de perte, qui n'a pas de résistance interne. De même pour le condensateur, d'accord. Et donc, en réalité, il n'y a pas de composant parfait. Mais bon, on essaie toujours de chercher des composants parfaits, qui s'approchent de la perfection. Alors, maintenant,
le coefficient de qualité, donc tel que je l'ai défini ici, c'est l'énergie réactive stockée en une période sur, bon, de pi, sur l'énergie active dissipée en une période. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie active stockée? L'énergie active stockée, donc, comme vous le savez, la bobine, elle stocke de l'énergie magnétique. Le condensateur également, il stocke de l'énergie électrique, d'accord, des charges électriques accumulées. Donc, c'est par rapport à ce rapport-là. Et puis, attendez, le dénominateur, il représente quoi? Il représente l'énergie active dissipée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie active dissipée en une période? C'est l'énergie qui est absorbée, si vous voulez, dans la résistance. Dans la résistance, d'accord. C'est une énergie, pardon, qui est consommée. Toute cette énergie, elle est consommée. Donc, si vous voyez ici, c'est un rapport qui vous donne un aperçu, une idée sur ce rapport-là. Est-ce que l'énergie qui est stockée, l'énergie, elle est stockée le plus dans l'élément, le composé, ou bien elle est beaucoup plus stockée dans la résistance. Par exemple, si je dis, par exemple, le coefficient, il vaut, par exemple, on va dire 6. Par exemple, 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie réactive stockée dans la bobine, elle est 6 fois plus grande que l'énergie dissipée dans la résistance. D'accord, ça veut dire que nous avons affaire à un bon élément, un bon élément réactif. D'accord, c'est-à-dire pour la bobine ou là pour le condensateur. Par contre, si ce coefficient est faible, ça veut dire que c'est la résistance, pardon, oh là là, excusez-moi. Excusez-moi. Là. Si ce rapport est faible, on va dire par exemple inférieur à 1, d'accord, ça veut dire que c'est l'énergie active qui est dissipée dans la résistance, elle est plus grande que celle qui est stockée dans le condensateur ou là la bobine. Dans ce cas, nous avons un composant de qualité, de mauvaise qualité. D'accord, voilà. Maintenant, on continue. Donc, voici la définition, en fait, de ce coefficient de qualité. Maintenant, l'expression de ce coefficient de qualité, c'est, en termes de puissance, c'est Q sur P. Et Q, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance réactive et P, c'est la puissance active. Je vous rappelle que la puissance réactive, c'est la puissance stockée dans l'élément réactif, et la puissance, c'est la puissance qui est emmagasinée dans la résistance. Donc, voici donc l'expression ou bien la relation qui vous donne le coefficient de qualité. Alors, maintenant, en remplaçant la puissance réactive et la puissance active par leurs expressions, on aboutit à cette relation. Donc, ça va être tangente phi. Je vous rappelle que phi, c'est l'angle, oui, ou bien le déphasage entre la tension et le courant. D'accord? Donc, à partir de là, on peut voir que quand phi égale à pi sur 2, quand phi égale à pi sur 2, donc, pratiquement, nous avons, qu'est-ce que nous avons quand phi égale à pi sur 2? Pi sur 2, alors sinus sur cosinus. Ben, ça n'existe jamais, donc ça tend vers l'infini. Et bon, quand on dit infini, maintenant vraiment, on n'a pas de résistance, c'est un élément qui ne présente pas de perte. D'accord? Voilà, les pertes, c'est au niveau de la résistance. Alors maintenant, on va voir l'exemple.
on va voir l'exemple d'une self pure. réelle, pardon, excusez-moi. يعني une self réelle, c'est une bobine réelle. Donc, il y a في الحقيقة, la bobine, elle présente toujours des pertes et donc on va la représenter par une bobine يعني pure et une résistance série. Série, pourquoi alors, attendez que je mette les annotations. Voilà. Alors, regardez, la bobine pure, elle est là. Et puis, là, la résistance interne, elle est là. Et comme vous avez remarqué, j'ai représenté la résistance interne de la bobine par une résistance placée en série, branchée en série. Donc, pour vous rappeler, il y a deux représentations pour un dipôle. Soit une représentation série, soit une représentation parallèle. D'accord? Mais généralement, pour une bobine, on la représente le plus souvent par la résistance en série, une résistance en série avec la bobine pure. D'accord? Pourquoi? Parce que la bobine, c'est un enroulement d'un fil. D'accord? Donc, ça présente des pertes et donc une résistance en série. D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver le circuit équivalent parallèle. Le circuit équivalent parallèle. Elle en parallèle avec RP. Dans ce cas, on va l'appeler RP, parallèle. D'accord. C'est relatif à parallèle. Maintenant, ce dipôle, donc ce dipôle qu'on va représenté par une impédance ZS. Pourquoi S? C'est pour dire que les deux éléments, enfin les deux composants ici que j'ai pris, ils sont placés en série. Donc l'indice S. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons déterminer ce coefficient de qualité dans ce cas, dans le cas d'une bobine réelle. D'accord? En représentation série. Bon, alors, le coefficient de qualité, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il est donné par, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il est donné par Q sur P. Il est donné par, donc, la puissance réactive sur la puissance active. D'accord? Et en utilisant les expressions que nous avons déjà vues plus haut, d'accord, la dernière fois, on avait déterminé que la puissance réactive, c'était la réactance multipliée par la valeur efficace du courant au carré, et puis la puissance active, c'est la résistance multipliée par le courant, la valeur efficace du courant au carré. Donc, ceci a été établi la dernière fois. D'accord. Inch'Allah, demain, Inch'Allah, au plus tard demain, vous aurez le cours entier, enfin, ce cours-là. Et donc, XS, qu'est-ce que c'est? C'est L oméga, LS oméga, puisque nous sommes en série, oui. Normalement, là, je devrais mettre LS, oui, c'est vrai. Et ici, donc, sur RS, le I au carré, je peux le simplifier et j'obtiens ceci. Donc, retenez-le, s'il vous plaît, le coefficient de qualité d'une bobine en représentation série, d'accord? Donc, QL égale à quoi? Égale à LS oméga sur RS. D'accord? Et puis, ce coefficient de qualité, même si je prenais en représentation parallèle, j'aurais le même coefficient, c'est-à-dire j'aurai le même coefficient, mais bien sûr avec avec LP et RP, c'est-à-dire L, ici c'est LS et RS, mais en représentation parallèle, on aura d'autres valeurs pour l'inductance, c'est pour la résistance, d'accord, mais le coefficient de qualité en utilisant la représentation série, c'est LS oméga sur RS. Voilà. Alors là, c'est clair que, regardez, plus RS
Et quand RS est très faible et petite, la résistance est faible, QL est grand. D'accord? Et donc, nous, c'est ce qu'on cherche généralement, avoir des composants purement réactifs. Mais en réalité, ça n'existe pas. On essaie de minimiser au maximum, mais on ne peut pas faire... voilà. Donc maintenant, voici le coefficient de qualité. Là, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, j'ai écrit j'ai cherché à exprimer l'impédance de ce circuit, d'accord? L'impédance équivalente en fonction du coefficient de qualité. C'est tout. Donc, ici, quand je remplace ici, là, c'est RS plus JLS oméga. Si je fais sortir le RS en facteur, je peux exprimer l'impédance en fonction du facteur de qualité, d'accord, de la bobine. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir et le module voilà, le module, bien sûr, d'accord. Et voilà. Donc, on aura, lorsque QL est très grand, quand il est très grand, on peut négliger 1 devant QL au carré et ZS, donc elle se réduit à L oméga. D'accord. On a négligé RS devant, on a négligé RS. Voilà. Maintenant, dans le cas d'un condensateur réel. Dans le cas d'un condensateur réel, qu'est-ce qu'on a? Généralement, on cherche à avoir des condensateurs qui sont de vrais isolants. On fait pas, c'est-à-dire que la résistance ici, on cherche qu'elle soit la plus grande possible. Et donc, le circuit qui convient le mieux avec un condensateur, c'est une représentation parallèle. Ce n'est pas comme pour la bobine. La bobine, il lui convient le circuit série, la représentation série. Par contre, pour la bobine, il lui convient la représentation parallèle. Et donc, vous avez les deux, donc la résistance qui est placée en parallèle avec le condensateur, ici le condensateur, je suppose, pur, et là, vous avez ici la résistance. Donc, ceci, bien sûr, est équivalent à une admittance YP. Donc, nous sommes en représentation parallèle, donc nous avons ici RP et même ici on a un nom CP. D'accord, je vais revoir cette notation. C'est pour cela que je ne vous envoie pas le cours, parce qu'à chaque fois, il y a des choses à rectifier. Voilà, maintenant, plutôt à corriger. Maintenant, le coefficient de qualité du condensateur, de la même façon, donc c'est la puissance réactive sur la puissance active. La puissance réactive, regardez bien ici, la puissance réactive, elle est à quel niveau? C'est la partie, on parle de réactance. La réactance, elle apparaît au niveau du condensateur pur, ici. Alors, on sait que la puissance, elle est donnée soit en fonction du courant, soit en fonction de la tension. Alors, si je connais, pardon, excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, donc, si vous connaissez le courant, vous utilisez le courant. Si vous connaissez la tension, on utilise la tension. Maintenant, en parallèle. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Chez Lali, je n'entends pas bien. Oui? Je n'ai pas bien entendu, non. Le son, il n'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez dit?
madame, dans le circuit, Oui, Y, YP. oui. Madame YP moins un, c'est quoi? Je l'avais noté la dernière fois. J'ai dit que Y, c'est une admittance. Une admittance, c'est l'inverse d'une impédance. D'accord? Quand je dis, euh, quand je dis YP-1, c'est juste pour dire que, parce qu'en fait, je ne peux pas représenter une impédance, une admittance comme ça, parce que donc on la représente par YP-1. Mais je sais que, il s'agit d'une admittance. Le signe, le moins 1 avec, bon, je l'ai mis juste pour dire que ce que j'ai représenté ici, c'est l'inverse d'une admittance. Ce n'est pas une admittance. Yani. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Chilali? D'accord, madame, c'est clair. C'est Oui, c'est clair. clair. Très bien. Voilà. Maintenant, je reviens à mon circuit. Donc, regardez, j'ai dit que c'était le coefficient de qualité de ce condensateur réel parce que la qualité d'un condensateur se calcule justement, là, yani, yani, se quantifie, on va dire, à partir de son coefficient de qualité. Alors, si le coefficient de qualité est grand, on va dire qu'on a une bonne, un condensateur de qualité. Si ce coefficient de qualité est faible, donc, le condensateur ayyan. D'accord? Alors, la puissance réactive, comme je l'ai dit, c'est une puissance. Donc, si je connais le courant, j'utilise le courant. Et si c'était le cas de la représentation série tout à l'heure. Mais maintenant, la valeur qui est constante, c'est la tension. Regardez, la tension bande de C, elle est égale à la tension bande de P. Et ce qui change, c'est le courant ici qui vient, qui se divise. Donc, je ne connais pas le courant, mais elles ont la même tension aux bandes des deux. Donc, bande de RP aux bandes de RC, on a la même tension qui est égale à V. Donc là, je peux utiliser directement la puissance. Qu'est-ce que c'est? C'est la tension au carré, sur la résistance d'accord. Donc voilà, j'ai utilisé cette expression que vous connaissez. Donc le dénominateur représente la puissance active et le numérateur c'est la puissance réactive et j'aboutis à ça. Donc c'est RP, CP, oméga. D'accord? Cette relation vous donne donc le coefficient de qualité en fonction de RP, CP et oméga, en fonction de ces éléments ici. Ici, je répète, normalement, c'est CP. Je répète encore une fois, je peux trouver le circuit équivalent à celui-là en représentation série avec des éléments série, yani avec un CS et avec un RS. D'accord? Et il n'y a pas de problème, il y a équivalence normalement entre les deux. Donc, chaque composant, chaque élément réactif peut être représenté, yani son circuit équivalent, soit par un circuit série, soit un circuit parallèle. Et là, j'ai donné en bas, regardez, bon, je reviens sur ça, juste parce que je parle de l'équivalence. Eh bien, il y a équivalence entre un circuit série et un circuit parallèle. D'accord? En utilisant, donc, il y a normalement, je peux vous donner ceci comme travail à faire. Et je ne sais pas si dans la série, normalement, il y a un exercice dans ce sens, ou là, il n'y a pas. Apparemment, on ne l'a pas mis cette année. Et on n'a pas mis. La série, elle est devant moi. Je ne sais pas, je vais voir si c'est lié. El Mohim, regardez, vous avez ici
Là, je vais juste pour vous éclaircir les choses. Voilà. Là, c'est un circuit série. Il y a un dipôle, un composant représenté par, il a des pertes, il présente des pertes, donc dans une résistance, bien sûr. Et là, c'est une représentation série. Donc, ce que je vais représenter ici par JXS, maintenant l'élément pur. Par exemple, la bobine pure, là, c'est la bobine pure, L, ou c'est RS. D'accord. Donc, cette bobine, par exemple, dans le cas de la bobine, elle a son circuit équivalent, d'accord, en parallèle, un circuit parallèle équivalent, représenté par ça. Donc, vous avez RP et JXP. Donc, on n'a pas affaire aux mêmes éléments, mais on a affaire aux mêmes coefficient de qualité. Le coefficient de qualité série ou parallèle, il est le même, d'accord, parce qu'ils sont équivalents. Quand je dis équivalent, ça veut dire qu'on a affaire au même coefficient de qualité, on a affaire au même courant ici, qui est le courant ici qui entre, c'est le même qui entre ici, et la tension bande des deux éléments ici, elle est la même que celle-là. D'accord, donc l'équivalence, elle est au niveau de Hadir. Même coefficient de qualité, même courant ici et même tension ici. Voilà, donc les relations d'équivalence sont les suivantes. Donc, voilà, on peut facilement les retrouver, d'accord. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps pour éclaircir peut-être ceci bien comme il faut. Moi, quand je vous envoie le document, Thomas, essayez de retrouver ces relations et si vous n'avez pas compris, on peut faire une séance où je vous explique comment on les établit. Voilà, donc RP en fonction de RS et puis le coefficient de qualité, il est le même. Je répète, que ce soit série ou la parallèle, s'ils sont équivalents, ça veut dire qu'on a affaire au même coefficient de qualité. Maintenant, XP en fonction de XS. D'accord. Et puis, pour les grands coefficients de qualité, pour des éléments qui sont bons, dans ce cas, on a ces relations, donc on peut s'approche de, RP s'approche de ça et XP s'approche de voilà, parce que quand Q est très grand, alors Q au carré, on peut négliger 1 devant Q au carré et donc on aura RP pratiquement s'approche de RSQ au carré. Quant à XP ici, quand Q est très grand, donc 1 sur Q au carré devient négligeable devant 1, il tend vers 0, et donc on aura XP égale à XS. D'accord. On verra pour ces relations après. C'est pas vraiment mouchkil kbir. D'accord. Enfin, je ne vois pas un problème. Voilà. Donc, je reviens sur l'impédance, sur la bobine ici. On avait dit que le coefficient de qualité dans ce cas, dans la représentation parallèle, c'était ceci. Donc, plus importantes sont les pertes, meilleur sera le condensateur. D'accord. Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour la bobine, on avait trouvé que c'était L oméga sur R. Donc, quand R est faible, Q est grand. Par contre, pour le condensateur en représentation parallèle, quand RP est grande, le coefficient de qualité est grand. C'est-à-dire, on cherche à ce que la résistance, il y a les pertes, qui représentent les pertes d'énergie dans la résistance, plus importantes sont les pertes. Donc, on cherche à avoir des résistances très grandes dans le cas d'un condensateur. Maintenant, on essaye d'exprimer l'admittance en fonction du coefficient de qualité du condensateur. Et voilà, donc, c'est G plus JB. Alors, G ici, c'est la conductance et B, c'est la susceptance, d'accord? Par comparaison avec l'impédance. L'impédance, c'est R plus JX et l'admittance, c'est G plus JB. Alors, G, c'est 1 sur RP. Et B, c'est, donc, vous avez 1 sur JC oméga. L'inverse, ça vous donne JCP oméga. Et donc, quand on fait sortir le 1 sur RP en facteur,
on peut exprimer cette admittance en fonction du coefficient de qualité du condensateur dans le cas d'une représentation parallèle. Et puis le module, il est donné par ça. C'est clair que si QC, si le coefficient de qualité est très grand, on peut négliger 1 devant cette expression et on peut tirer la racine de QC au carré, c'est QC, et donc QC, le module de l'admittance, il s'approche de QC sur RP. D'accord? Et donc, c'est oméga. Donc, comme si nous avons, pratiquement négligé la partie conductance. Parce que quand RP est trop grand, 1 sur RP tend vers 0. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est pour le coefficient de qualité. Il est intéressant et il est important. Pourquoi? Parce que donc, dans certaines expressions, on va exprimer les impédances, les admittances en fonction de ce coefficient de qualité pour étudier quel est le comportement des circuits, des circuits en fonction de ce coefficient de qualité. C'est-à-dire que selon la qualité des éléments réactifs tels que le condensateur et la bobine, la réponse aussi de notre circuit comme on le verra plus tard, après, Yannick, pour le circuit résonant. Donc, plus le coefficient de qualité est grand, puis plus le circuit résonant est meilleur. La qualité du circuit est meilleure. Donc, voilà. Maintenant, on va entamer directement le circuit résonant série. D'accord? Bon. Circuit résonant série. Alors, qu'est-ce que c'est que le circuit résonant série? Bon. Alors ici, donc dans un premier temps comme ça, qu'est-ce que c'est que la résonance? La résonance, en fait, elle représente, quand on dit un circuit qui résonne, ça veut dire qu'il répond de façon, on va dire, de façon extraordinaire, on va dire, de façon remarquable. C'est-à-dire qu'il y a une grandeur qui va être très grande et vraiment importante, la valeur de cette grandeur-là, vis-à-vis de quoi? C'est une réponse à quelque chose, à une excitation. Donc, ici, pour un circuit résonant RLC série, c'est que nous avons une certaine fréquence, vraiment l'intensité du courant devient très, très importante. Donc là, le circuit, on va dire, il résonne. D'accord. Voilà. Donc, ici, la réponse, elle est maximale. Nous allons voir maintenant quels sont les paramètres mis en jeu dans cette étude. Donc, on va étudier ce circuit-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce circuit, j'imagine que vous l'avez déjà vu en VOM. J'imagine que vous l'avez déjà vu en VOM et vous l'avez étudié, je suppose, en régime libre. Je ne sais pas si vous l'avez fait en régime forcé. Alors, vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Comment, Chelali? Il y a le son qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez dit? Si, très bien. Même le régime forcé, vous l'avez étudié? Oui. Très bien, très bien. Alors, donc, ça va nous faciliter la tâche normalement. Donc, écoutez, nous, on va l'étudier, ce circuit-là, on va l'étudier en régime forcé. Maintenant, en régime permanent. Le système RLC est excité et si vous voulez, on impose cette excitation, cette force électromotrice qui est égale à quoi? À EM cosinus oméga t. Donc, on lui impose ce régime sinusoïdal. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher la solution de cette équation. De l'équation de quoi? De l'équation de la maille. Dans quel but? C'est de chercher la solution, le courant, chercher l'expression du courant.
D'accord. Alors, on suppose que notre générateur indépendant, notre source, c'est E de t, d'accord, sinusoïdale, et justement, on applique cette tension sur un dipôle formé de R, L, C. L et C ici supposé parfait, d'accord, et toute la résistance du circuit, elle est, si vous voulez, regroupée ou toute la résistance du circuit, y compris la résistance interne du générateur, y compris la résistance interne de la bobine ou l'autre, on a regroupé toute la résistance de la résistance grand R. D'accord. Donc les éléments L et C sont supposés parfaits. Maintenant, en fait, quand j'écris l'équation de la maille, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E de t. Attendez, je monte un peu pour avoir les deux en même temps. Voilà, ok. Alors, regardez ici. Voilà. Voilà. L'équation, pardon. Bon, l'équation de la maille, c'est donc E égale à RI plus LDI sur DT plus 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. D'accord. La tension au bord de la bobine, elle est connue, et la tension au bord du condensateur, elle est connue. D'accord. On l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu avec le cours avant, le cours d'avant, enfin l'avant-dernier. Vous avez cette équation. Là, le problème, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'expression du courant. On cherche la solution de cette équation. On voudrait déterminer le courant. D'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, en électricité et tout, on se base sur l'expérience. Et l'expérience nous a montré que le courant à une certaine fréquence devient très, très grand. D'accord. Donc, il fallait chercher l'expression de ce courant pour, justement, déterminer aussi les valeurs, enfin, les paramètres qui vont avec la valeur la valeur de la fréquence, la bande passante, le coefficient de qualité. Il y a plein de choses, les fréquences de coupure, etc. Donc, et puis l'expression du courant. Donc, on est obligé de résoudre cette équation. L'équation mouchkil parce que regardez comment elle est, cette équation. Il y a une intégrale, il y a une dérivée, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, en régime forcé, la solution homogène, parce qu'en régime forcé, donc là, on va déterminer I de t à n'importe quel instant et pour des temps qui durent. D'accord, c'est un régime permanent. Et puis, donc, la solution homogène, à partir d'un certain temps, elle va tendre à zéro. Après 5 taux, 6 taux, etc. Exactement, la solution homogène, elle tend vers zéro. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la solution particulière. C'est la solution particulière. Bon, la solution générale, c'est la somme des deux. Mais comme la solution homogène tend vers zéro, donc, on ne va tenir compte que de la solution particulière. La solution particulière, elle aura la même forme que E de t. Alors, E de t, c'est une fonction sinusoïdale. Le courant, de même, donc il aura une forme sinusoïdale. La solution particulière, elle aura la même forme que E de t, que M cosinus oméga t. Et donc, sauf que, bon, elle va certainement présenter un déphasage par rapport à la tension appliquée.
D'accord, bien sûr, ils ne sont pas toujours en phase. Donc, le courant, il va présenter un déphasage par rapport à la tension. D'accord. Ce déphasage, je le représente par phi, la notation, telle que la notation est égale à moins phi, le phi qu'on a déjà connu, et que nous avons considéré et jusqu'à maintenant, et on le considérera toujours comme le déphasage de la tension par rapport au courant. D'accord. Donc là, on avait vu lors de l'introduction de la notion d'impédance, on avait vu le phi et on avait dit que phi, alors voilà, je dois faire un je te fais un mot, regardez bien. Voilà. Alors, ce phi, le phi tel qu'il est comme ça, c'est le déphasage entre la tension et le courant. J'ai pris comme référence de phase le courant. D'accord. Par contre, le phi tel que je l'ai représenté ici, et c'est le déphasage, du courant par rapport à la tension. Maintenant, j'ai pris la tension comme étant la phase de la tension comme étant l'origine des phases. D'accord. Voilà. Voilà, il y a ce phi et il y a moins phi. Voilà, donc ça, c'est le déphasage du courant par rapport à la tension. Et donc, il y a un signe moins binaire, c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour répondre à cette question, pour pouvoir résoudre cette équation, on va faire recours, on va faire appel à quoi? On va faire appel à l'impédance. D'accord. On n'a pas appris comme ça, on n'a pas introduit l'impédance pour rien. On va l'utiliser ici et elle va nous rendre un grand service. Pourquoi? Parce que l'équation, on peut la résoudre analytiquement, mais ça va nous prendre 2-3 pages. D'accord. Par contre, si j'utilise la notation complexe, vous allez voir tout de suite dans 2, 3, 4 lignes, j'ai le résultat. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Regardez, je vais revenir un peu plus haut. Alors, l'équation de la maille, E de T, elle représente quoi? Elle représente, donc, c'est la somme des tensions. Donc, c'est la tension bord de R plus la tension bord de L plus la tension bord de C, n'est-ce pas? Et maintenant, la tension au bord de R, qu'est-ce que c'est? C'est RI, c'est Z indice RI. Et la tension bord de L, c'est ZLI, d'accord? Et la tension au bord de C, c'est ZCI. ZL, donc je vous rappelle que L et C ici sont considérés comme des composants parfaits, purs. Donc ici ZL, c'est quoi? C'est JL oméga. Vous vous rappelez? Ou C, c'est quoi? C'est 1 sur JC oméga. C'est-à-dire que c'est moins J sur C oméga. Donc je vais utiliser cette notation complexe et en utilisant bien sûr en introduisant la notion d'impédance. Donc là, regardez, voilà. ZR, voilà, je vais utiliser les annotations pour mieux expliquer. Voilà. Alors, ZR, c'est R. ZL, c'est JXL, c'est JL oméga. Et ZC, c'est JXC, c'est moins J sur C oméga. D'accord? Donc, VR, c'est RI. VL, c'est JL oméga I, d'accord, c'est ZLI, et VC, c'est ZC I, c'est-à-dire que c'est moins J sur C oméga I. Donc, E de T, ça va être quoi? Ça va être la somme, les tensions, d'accord. Donc, l'impédance, si vous voulez, l'impédance équivalente, parce que là, j'ai 3 éléments. Si je les
je cherche l'impédance équivalente de ces trois éléments. Donc, c'est la somme, puisqu'ils sont placés, ils sont associés en série, puisqu'ils sont regroupés en série. Donc, ça fait R plus JXL plus C, ça fait R plus JL oméga moins 1 sur C oméga. Ça représente, donc Z ici représente l'impédance équivalente de notre circuit, les trois éléments. D'accord? On a cherché l'impédance équivalente. Maintenant, je peux revenir à l'équation de la maille. Donc, E de T, c'est Z, I de T. D'accord? En notation complexe, bien sûr. En notation complexe. Maintenant, je peux déduire quoi? Je peux déduire l'expression du courant complexe. Attendez, le courant complexe. Alors là, attendez. Oui, l'amplitude complexe. Voilà, c'est ce que je cherchais, le mot je. Alors, là, c'est l'amplitude complexe du courant. D'accord? Et si vous revenez en arrière, on avait défini ce que c'était l'amplitude complexe. Voilà. Donc là, je peux déduire l'amplitude complexe parce que en notation complexe, vaut mieux manipuler les amplitudes complexes que manipuler toute la grandeur R. Parce que ce qui va, nous allons, si j'utilise toute la notation, E telle qu'elle est, j'aurai toujours exponentielle J oméga T que je vais traîner avec moi et sert à rien. D'accord, c'est un facteur qui est là et qui se simplifie. Donc, c'est pour cela que on manipule, on utilise beaucoup plus l'amplitude complexe. Donc, regardez, l'amplitude complexe de E de T, c'est l'amplitude, EM. Pourquoi? Parce que E de T ne présente pas une partie imaginaire. D'accord? Voilà. Donc, EM, c'est ZIM. Voilà, et on arrive à déterminer l'amplitude complexe. Mais cette fois-ci, l'amplitude complexe, elle est en fonction de oméga. Elle est en fonction d'oméga du moment que Z, dans l'expression de Z, vous avez oméga. D'accord? Maintenant, voilà, donc ça, c'est l'expression, donc c'est EM sur R plus J, L oméga moins 1 sur C oméga. Nous allons, donc, IM ici, c'est un nombre complexe. On va essayer de chercher le moyen de représenter ce courant. Nous, dans l'expérience, on sait, et d'ailleurs, vous avez fait le TP. Est-ce que vous, confirmez-moi que vous avez fait le TP de circuit RLC série résonant? Salam alaikum. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. Répondez-moi. Vous avez déjà, vous avez fait le premier TP dans les circuits résonants. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez remarqué que vous aviez le courant à un certain moment, pour une certaine fréquence, ce qu'on appelle il atteint vraiment une valeur très grande, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, regardez. Nous, on a établi cette expression pour le courant, pour l'amplitude complexe du courant. On voudrait donc maintenant tracer, on veut chercher, là c'est toujours notre souci, c'est de chercher l'expression de ce courant, c'est de chercher l'expression de cette pulsation de résonance qui est oméga 0, qui est 2pi f0, etc. Alors, on continue notre développement. Alors, à partir de cette relation, c'est clair qu'à partir de là, quand est-ce que IM,
est maximal. Bon, il est clair que c'est comme pour tout à l'heure, c'était oui, pour l'adaptation. On avait pratiquement eu une chose qui ressemblait à une expression qui ressemblait à ça, et on avait dit que la partie yani win, enfin c'était pas imaginaire, mais le mohim ici, on avait dit que pour que cette expression soit maximale, ça devrait être yani, la plus petite possible, et donc on avait mis la partie imaginaire qui devait s'annuler. Eh bien, c'est la même chose ici. Regardez, le courant ici est maximum lorsque la partie imaginaire s'annule, lorsque cette partie-là est nulle. Voilà. Et à ce moment-là, on aura L oméga égale à 1 sur C oméga. D'accord? Voilà. Maintenant, bon, je suis là. Voilà, regardez. Donc, lorsque L oméga égale à 1 sur C oméga, ou bien lorsque L oméga 0, qu'on va appeler la pulsation de résonance, on déduit quoi? On déduit d'abord l'expression de oméga 0. Donc, L oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que L C oméga 0 carré égale à 1. Et donc, on déduit l'expression de la pulsation de résonance. C'est 1 sur racine de LC. Et on peut également déduire la valeur du courant maximal, voilà, le courant maximal, qui sera égal à quoi? Il faut juste injecter dans l'expression du courant, ici, on va injecter, pour oméga égale à oméga 0, on aura EM sur R, c'est clair. Vous voyez, je reviens tout de suite, attends. Voilà, donc excusez-moi, il y avait ici, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, alors, la valeur maximale pour le courant, c'est EM sur R. C'est pour oméga égale à oméga 0. Donc, cette valeur, elle est bien, c'est une valeur particulière en fait. Donc, à oméga 0, je vois bien que le courant est donc purement, parce que là c'est un nombre complexe, donc c'est purement réel, d'accord, purement réel, et donc il n'y a que la partie réelle, d'accord, donc c'est EM sur R. C'est pour cela que quand un nombre complexe ne contient que la partie réelle, alors ça se réduit donc à son amplitude, tout simplement. Yani c'est l'amplitude هذيك اللي نسموها في la forme sinusoïdale. D'accord? Voilà, quand il n'y a que la partie réelle. Voilà, donc nous avons déjà trouvé et déterminé deux paramètres qui sont très importants. La pulsation de résonance. Alors, qui dit pulsation de résonance dit aussi fréquence de résonance. Donc, c'est 2pi F0. On peut déduire F0 sans problème. Et donc, on a aussi la valeur maximale pour le courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant, ce courant maximum, il est équivalent, il est proportionnel à 1 sur R. Donc, quand R est très grande, le courant, l'intensité le courant maximum que peut atteindre le circuit d'ailleurs, il est le plus faible. Voilà. Mais quand R est très faible, le courant, il est maximum. Et on cherche toujours pour les circuits résonants à avoir vraiment un courant grand pour justement réduire, on va parler de la bande passante, etc. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, à ce moment-là, à la résonance, toujours, je reste à oméga 0.
comme vous voyez, cette intensité de courant, elle varie. Elle varie en fonction de oméga. Et la valeur à la résonance, lorsque le courant a une valeur très importante, la plus grande possible, on a déterminé la pulsation. Là, on peut faire beaucoup de... C'est-à-dire, on peut trouver beaucoup de relations. Regardez, tout se passe... Bon, là, tout d'abord, le courant, il est en phase avec E de t. Le courant, il est en phase avec E de t. Ça veut dire quoi, il est en phase? Ça veut dire que il n'y a pas de... Le déphasage Hadaya, il est où le déphasage? Voilà. Ce déphasage Hadaya, le grand phi, il vaut 0 à oméga 0. À oméga 0, le grand phi Hadaya, il vaut 0. Pourquoi? Parce que I de t, il n'est pas complexe, il est réel. Donc, quand il est réel, donc voilà, il n'y a pas de déphasage. Le déphasage est nul. Donc, ça, c'est la première des choses. Les deux signaux, et si vous l'avez remarqué, en TP, le signal du courant et le signal de la tension appliquée, le déphasage, il était nul. D'accord. Et puis, à partir de là, il y a pas mal de relations qu'on peut déduire. Toujours, on reste à la fréquence de résonance, à la pulsation de résonance. La tension complexe ou bien l'amplitude complexe aux bornes de C, c'est quoi? C'est ZC à oméga 0, IM max. D'accord? Puisque le courant qui passe maintenant, c'est IM max. Voici, donc ça, c'est moins JC oméga 0, c'est ZC pour oméga 0. Parce que Z, elle varie aussi en fonction de oméga. Donc, à la pulsation de résonance, c'est moins J sur C oméga 0. Et donc, on retrouve moins J sur 1 sur RC oméga 0, EM. EM. Oui, pourquoi? Parce que là, j'ai remplacé IM max. C'était quoi? C'était EM sur R. Je l'ai injecté ici et je détermine ceci. Et de même pour la tension aux bornes de la bobine à la résonance. Donc, c'est JL oméga 0 IM max. D'accord? JL oméga 0, ça représente ZL à oméga 0. Donc, c'est JL oméga 0 IM max. Donc, c'est JL oméga 0 sur R EM. Là, j'ai juste remplacé IM max par EM sur R. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est très important. Regardez. On a dit que 1 sur C oméga 0 était égal à L oméga 0. وهنا عندنا 1 sur R, 1 sur... معناتها ce facteur, c'est-à-dire 1 sur RC oméga 0, est égal à L oméga 0 sur R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux tensions, elles sont identiques. Elles sont identiques, enfin en module, mais elles sont déphasées l'une de l'autre. De combien? De pi. Elles sont en opposition de phase. Donc, les deux tensions sont en opposition de phase et elles ont la même amplitude. D'accord? C'est très important. Alors, à la résonance, voilà, ces deux tensions sont en opposition de phase et possèdent la même amplitude. Alors, on va appeler maintenant le coefficient, on va définir un coefficient ici pour le circuit RLC série, on l'appelle le coefficient de surtension. Pourquoi coefficient de surtension? Regardez bien. Alors, L oméga 0 sur R égale à 1 sur RC oméga 0 égale à 1 sur R racine de L sur C. Regardez, je répète encore une fois. L oméga 0 égale à 1 sur RC oméga 0. Donc, les deux paramètres ici sont égaux. On les appelle, donc ça constitue, ça définit le coefficient de surtension. D'accord? Ça définit le coefficient de surtension.
Voilà, ça définit le coefficient de surtension Q0. Donc, pourquoi je l'appelle ainsi? Pourquoi ce coefficient de surtension? Parce que, regardez, regardez ici, regardez ici, VCM oméga 0, le module, c'est quoi? C'est l'amplitude, c'est Q0EM. Et de même pour aux bornes de l'inductance, de la bobine, le module à oméga 0, c'est VLM max aussi, c'est la valeur maximale et que peut prendre cette tension, et elle est égale à le même facteur Q0EM, c'est la même grandeur. Maintenant, Q0, regardez, c'est L oméga 0 sur R. Il peut être très grand devant 1. Il peut. Une touma en TP, par exemple, vous l'avez trouvé, je crois, 6 ou 7. Le moyen plus grand que 1. Alors, vous vous rendez compte, nous avons appliqué une tension, même, par exemple, si j'applique une tension de 1 volt, par exemple, et Q0, c'est 6, je me retrouve avec une tension de 6 volts aux bornes du condensateur et de la même tension aux bornes de la bobine. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle facteur de surtension. Il y a une tension, la tension elle est amplifiée, surtension, au niveau de VC et VL. D'accord? Au niveau de VC et VL, il y a une tension très grande et grande même devant EM. C'est pour cela qu'on définit ce facteur de qualité, parce que c'est selon la valeur du facteur de qualité que on aura la tension, elle sera plus ou moins plus grande par rapport à EM. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle ici facteur de surtension. Donc, ici, dans le circuit RLC série résonant, je préfère utiliser cette appellation, coefficient de surtension. D'accord, je ne vais pas trop parler de coefficient de qualité ici, je vais dire coefficient de surtension. Même si vous remarquez qu'il a la même forme que le coefficient de qualité, par exemple, de la bobine qu'on a trouvé tout à l'heure, et celui-là, c'est le coefficient de qualité série du condensateur. المهم ici je préfère moi utiliser l'appellation coefficient de surtension. C'est tout, je m'arrête là. Je m'arrête là pour ça. المهم maintenant, regardez bien, on peut représenter notre courant sans problème. Donc nous on détermine le module de l'amplitude du courant. Alors, le module, je rappelle, le module de l'amplitude complexe, il représente quoi? Il représente l'amplitude réelle, l'amplitude du signal et du courant. Et comme vous le constatez, il s'écrit en fonction de oméga. Il s'écrit en fonction de oméga, c'est-à-dire que il dépend de la valeur de oméga. On va étudier les variations de ce courant, de l'amplitude du courant, d'accord, en fonction de variation, comment évolue M en fonction de oméga. Alors, regardez bien ici. Pardon, excusez-moi, voilà. Là, regardez, quand oméga tend vers 0, ça veut dire quoi? Quand oméga tend vers 0, donc 1 sur C oméga, bon, L oméga tend vers 0, il n'y a pas de problème, mais 1 sur C oméga qui représente pratiquement l'impédance du condensateur, et J sur oméga, tend vers l'infini. Oméga tend vers 0, ceci tend vers l'infini. D'accord. Quand oméga tend vers 0, donc
1 sur C oméga tend vers l'infini. Alors, l'impédance du condensateur tend vers l'infini. Ça veut dire quoi? Qu'on a affaire à un circuit ouvert. C'est ce qu'on avait dit. Impédance, elle a la même dimension qu'une résistance. Donc, qui dit résistance infinie, dit circuit ouvert. D'accord. De même ici. De même. Madame. Comment? Le courant est nul. Et le courant est nul, très bien, c'est ce que, voilà, je vous ai laissé, voilà, donc très bien, le courant est nul. Et donc, là, on va dire que pour les oméga très faibles, le circuit, il a un comportement capacitif. D'accord, c'est-à-dire que c'est la capacité qui l'emporte. Yani, quand oméga tend vers l'infini, le condensateur, c'est un circuit ouvert. Donc, le courant est nul. Et donc, c'est la capacité qui a imposé, si vous voulez, son comportement au circuit. Très bien. Maintenant, lorsque oméga tend vers l'infini, alors lorsque oméga tend vers l'infini, 1 sur C oméga tend vers 0. Et là, c'est L oméga qui tend vers l'infini. Et donc, c'est la bobine, c'est la safe qui l'emporte. Donc, L oméga tend vers l'infini. Et donc, c'est un circuit ouvert. ZL tend vers l'infini. Donc, on a affaire à un circuit ouvert. Et donc, le courant est nul. Et puis, pour les... enfin, quand je dis oméga tend vers 0, ça veut dire que c'est pour les très faibles fréquences, pour les basses fréquences. Et quand je dis oméga très grand, ça veut dire que j'ai affaire à haute fréquence. Ça veut dire que nous sommes à haute fréquence, d'accord? Voilà. Et à haute fréquence, c'est la bobine qui impose son comportement. Et le comportement, donc, ça veut dire que c'est un circuit ouvert pour la bobine et le courant est nul. Maintenant, voilà, donc on a pu pratiquement, on peut donner une allure du courant. Je m'attends à ce que le courant fait ceci. Donc, c'est une courbe. Il est à 0, 0, 0, 0, ça monte, ça monte, ça monte. On va dar maximum à oméga 0. J'ai la valeur E sur R et puis il descend jusqu'à 0. D'accord? Donc, voilà, donc c'est la forme que vous avez trouvée en TP. Et puis, pour la valeur particulière, nous avons une valeur particulière oméga 0, c'est EM sur R. Et nous avons aussi une autre valeur, en fait, deux autres valeurs particulières que vous avez trouvées et vous avez utilisées en TP, c'était F1 et F2, les fréquences de coupure, la fréquence basse et la fréquence haute. D'accord? La fréquence basse et la fréquence haute. La fréquence basse, c'est F1 et la fréquence haute, c'est F2. Donc, F1 inférieur à F2, pour qu'on soit d'accord. Et puis, à ces fréquences-là correspondent deux pulsations, yani oméga, pardon, oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et à ces fréquences, donc, correspond oméga 1 et oméga 2. Alors, on parle en termes de pulsation ou la fréquence, pratiquement c'est la même chose. Je peux déduire les unes des autres sans problème. Maintenant, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'une fréquence de coupure. Alors, une fréquence de coupure, c'est quoi? C'est la fréquence limite de fonctionnement. Ça veut dire que, alors bon, je vais vous montrer d'abord le schéma, les courbes, enfin la courbe. Voilà, regardez. Alors, nous allons définir, bon, vous représentez en fonction de oméga ou la F, j'ai dit c'est la même chose. C'est un facteur de 2pi, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, voilà, à oméga 0, vous avez IM max. Et puis, nous définissons, donc, c'est la fréquence basse et la fréquence haute. D'accord? Et donc, la bande passante sera oméga 2 moins oméga 1, qui sera égal à delta oméga. On l'appelle bande passante. Alors, pour nous, dans les circuits,
si vous voulez, le courant effectif pour nous qui passe, c'est celui qui passe ici, qui est délimité par, enfin, qui est limité par ces fréquences. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Au-dessous, pour nous, tout ça, c'est zéro. D'accord. Voilà. Donc, et puis, pour ces valeurs-là, vous avez IM max sur racine de 2. IM max sur racine de 2, pourquoi? Parce que c'est la valeur efficace. Et par définition, les fréquences pures, c'est une fréquence pour laquelle donc, j'ai la valeur efficace du courant et j'ai la moitié de la puissance qui est dissipée dans le circuit. Voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise donc, comme je l'ai écrit ici, la fréquence de coupure est la fréquence limite de fonctionnement du circuit. Pour nous, il fonctionne avec l'intervalle. C'est la fréquence pour laquelle le courant atteint sa valeur efficace, calculée en considérant son amplitude maximale. D'accord? C'est-à-dire à partir de l'amplitude maximale. Et la puissance maximale, elle est réduite de moitié dans ce cas. Donc, je définis aussi donc les fréquences de coupure basse et haute, délimitent ou bien définissent la bande passante, delta F, en termes de fréquence, et en termes de pulsation, c'est oméga 2 moins oméga 1. Donc, là, on cherche, c'est la bande passante qui nous intéresse. Voilà. Donc, on va déterminer ces deux fréquences, ou bien ces deux pulsations. D'accord. Voilà. Alors, on va démarrer d'où? On va démarrer du fait que l'amplitude en oméga 1 ou oméga 2, donc c'est pour ça que j'ai fait ceci, donc oméga 1 ou oméga 2. Alors, je vais utiliser ceci pour mieux expliquer. Alors, oméga 1 ou oméga 2, c'est IM max sur racine de 2. C'est la valeur efficace de la valeur maximale. D'accord, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la courbe. Donc maintenant, ceci est égal à quoi? Est égal à EM sur... c'est l'expression. Donc là, j'ai mis soit oméga 1, soit oméga 2. C'est la même valeur. C'est pour oméga, soit oméga 1 ou la oméga 2. Regardez, vous avez la même valeur. Attendez. Voilà, regardez ici. IM pour oméga 1 est égal à IM pour oméga 2 et c'est égal à IM max sur racine de 2. Donc, ils ont la même valeur du courant. À oméga 1 ou oméga 2, on a la même valeur du courant. Maintenant, oui, l'expression Hadia, c'est-à-dire EM sur racine, etc., ce n'est rien d'autre que le module de IM. Regardez, je l'ai écrit plus haut. Voilà, je l'ai ramené. J'ai fait copier-coller. Voilà. Donc, IM pour n'importe quel oméga, c'est Hadia. D'accord, c'est M sur racine carrée, c'est le module de l'amplitude complète. Donc, j'ai copié-collé, sauf que cette fois-ci, moi, la valeur de l'amplitude du courant, c'est IM max sur racine de 2 pour les deux valeurs oméga 1 et oméga 2. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai IM max, c'est EM sur R ici. J'ai remplacé IM max par son expression et donc ça devient ceci. Donc la relation terme, elle devient Hakel. Donc c'est EM parce que c'est EM sur R racine de 2 et puis j'ai levé à la puissance 2. D'accord, j'ai tout levé à la puissance 2, d'accord? Et donc, voilà ce que j'ai obtenu. Ensuite, donc, regardez, donc EM carré, donc je peux le simplifier ici, et puis en développant ici cette expression, j'ai obtenu ceci.
Maintenant, là, je peux donc mettre la racine de part et d'autre et j'obtiens, puisque L oméga moins 1 sur C oméga, c'était la partie imaginaire, elle peut être soit positive, soit négative. C'est-à-dire, elle peut prendre une valeur positive, comme elle peut prendre une valeur négative. Donc, je répète, cette partie, c'est la réactance. Et une réactance, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Si elle est positive, c'est que la tension est en avance ou ça dépend de... D'accord. Voilà, donc c'est plus ou moins R. Alors, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une méthode très, très simple ici. Je l'ai vraiment simplifiée au maximum. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que à la résonance, à oméga 0, L oméga 0 moins 1 sur C oméga 0 égale à 0. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. À vie, c'est à la résonance. D'accord, on est d'accord pour ça. Maintenant, si je prends une pulsation, pour une oméga, un oméga, inférieur à oméga 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver oméga inférieur à oméga 0. Qu'est-ce que je vais trouver? Supérieur ou inférieur à 0? Je vais trouver L oméga moins 1 sur C oméga inférieur à 0. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Vous avez compris cette histoire de quand oméga est inférieur à oméga 0? Oui, c'est clair, madame. Très bien. OK. Alors, pour oméga inférieur à oméga 0, le circuit est... Bon, attendez, concernant le circuit, je vais en parler tout à l'heure. L oméga moins 1 sur C oméga est inférieur à 0. D'accord? Donc, est inférieur à 0. Ceci dit que quoi? En fait, que c'est 1 sur C oméga qui l'emporte. Nous avons L oméga, elle est 1 sur C oméga est plus grand que L oméga. D'accord. Et si je dis que 1 sur C oméga est plus grand que L oméga, ça veut dire que c'est la réactance de la capacité qui l'emporte sur la réactance de la bobine. Et donc, on a affaire à un dipôle, un circuit capacitif, plutôt capacitif que inductif. D'accord. Voilà. Maintenant, quand oméga est plus grand devant oméga 0, à ce moment-là, le résultat ici, le résultat, on aura une valeur L oméga moins 1 sur C oméga supérieure à 0. Et donc, le circuit, L oméga est plus grand, est supérieur à 1 sur C oméga. Donc, le circuit, il est inductif. Il est inductif. Très bien. Comme ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait dit que voilà, quand oméga tend vers 0, pour des valeurs inférieures, quand oméga est inférieur à oméga 0, j'ai un comportement capacitif, et quand oméga est supérieur par rapport à oméga 0, le comportement est inductif. Donc, ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure, mais cette fois-ci en utilisant des expressions. Maintenant, comme oméga 1 est inférieur à oméga 0 et oméga 2 est supérieur à oméga 0, dans ce cas, je vais avoir ici L oméga 1 moins 1 sur C oméga 1 égale à moins R, parce que
le résultat, il est négatif. Donc, je vais choisir moins R. Par contre, pour oméga 2, je vais prendre plus R. C'est clair. Donc, on arrive alors à ces deux équations. L oméga 1 moins 1 sur C oméga 1, c'est moins R. Et L oméga 2 moins 1 sur C oméga 2, c'est plus R. Et donc, on va résoudre les deux équations, chacune de delta, etc., etc. Et vous allez rejeter toujours la solution négative et retenir la solution positive, parce qu'il n'y a pas de pulsation négative. Il n'y a que c'est-à-dire la pulsation est toujours positive. Alors maintenant, on a déterminé l'expression de oméga 1. Bon, je n'ai pas développé l'éditeur d'équations, donc je vous laisse faire ici en utilisant delta et tout, vous arrivez à établir ces deux expressions pour oméga 1 et oméga 2. La seule différence, le signe, c'est moins ou c'est plus. Mais bien sûr, les pulsations, elles sont positives. Après, on peut déduire la bande passante qui est égale à oméga 2 moins oméga 1. Et donc, c'est delta oméga, c'est grand R sur L. Regardez, oméga 2 moins oméga 1, c'est clair, c'est R sur RL, parce que le terme il se simplifie. Maintenant, on a déterminé la bande passante et on a remarqué autre chose. On peut déduire une autre relation. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez bien ici. Regardez, quand je fais oméga 1 multiplié par oméga 2, je vais avoir sur le A moins B multiplié par A plus B. Vous aurez A carré moins B carré. Et puis, vous pouvez tomber, vous pouvez arriver à ça. D'accord? Vous pouvez trouver cette expression. Donc, oméga 1, oméga 2, c'est 1 sur LC, c'est oméga 0 carré. Voilà. Donc, nous avons pu établir deux expressions. Pour la bande passante, et puis une autre relation qu'on a trouvée au cours de notre chemin. Maintenant, au cours de route, on peut même déduire cette fameuse expression pour le coefficient de qualité. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était quoi le coefficient de qualité? C'était L oméga 0 sur R. C'était L oméga 0 sur R. Alors, en utilisant l'expression et tout, vous pouvez déduire ceci. D'accord? C'est L oméga 0 sur R. Eh bien, je n'ai pas le moyen de vous écrire. Inch'Allah, on va développer notre méthode d'enseignement encore mieux pour vous illustrer ça. Le mohim Q0, c'est oméga 0 sur delta oméga. Delta oméga, c'est R sur R. Donc, cette relation montre que le coefficient de surtension est d'autant plus élevé que la bande passante est plus étroite. On s'attendait bien à ça en tout cas, que le coefficient de qualité, il est le plus grand possible pour des bandes passantes très faibles. Quand vraiment la bande passante, elle est étroite. D'accord. Voilà. Donc, l'expression du module, on peut aussi trouver cette expression-là. On peut l'exprimer en fonction du facteur du coefficient de surtension, pardon. C'est une autre forme. Vous pouvez l'exprimer ainsi, d'accord. Vous pouvez la trouver aussi dans certains ouvrages comme ça. Vous avez Q0, c'est L oméga 0 sur R, et X, c'est oméga sur oméga 0. Donc, vous pouvez, pour différentes valeurs de Q, tracer et vous amuser à tracer les différentes courbes pour IM. En tout cas, moi ici, je vous ai, pardon, excusez-moi, je vous ai montré ici, donc par exemple, pour ce graphe-là, cette courbe, eh bien, j'ai bien montré la bande passante
les deux fréquences et puis les valeurs des amplitudes. Donc, au maximum, c'est l'amplitude maximale, aux fréquences de coupure, ou bien on les appelle aussi fréquences caractéristiques, ou bien en pulsation, c'est IM max sur racine de 2. Je vous ai aussi montré, je vous ai aussi ramené cette courbe qui vous montre que plus la pente passante est faible, quand la pente passante est faible, le coefficient de qualité est grand. Voilà, il y a toujours c'est-à-dire ils sont proportionnels. Quand la bande passe, non, c'est au contraire. Quand la bande passante est faible, le coefficient de qualité est grand. Ils sont inversement proportionnels. Et voilà, donc pour différentes valeurs. Donc là, Q3 est plus grand que Q2 et plus grand que Q1. Voilà. Et puis, je vous ai aussi ramené une autre représentation qui vous donne l'amplitude du courant en fonction de différentes valeurs de R. Alors, on avait dit que l'amplitude maximale, c'était E sur R, donc plus quand R est faible, l'amplitude est grande. Donc là, cette résistance, pardon, je vais utiliser les annotations. Voilà, cette résistance en vert, enfin la courbe